le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi ça va quand même plutôt bien globalement. C'était quand la dernière fois qu'on s'est fait un live ? C'était la semaine dernière. Ouais, c'était hyper intéressant. D'ailleurs, le dernier acteur, c'était le cofondateur de Petit Bambou, aux 11 millions d'utilisateurs. C'était assez incroyable de discuter avec lui. Et puis alors notamment, quelle belle énergie, que de belles valeurs en fait. J'étais vraiment agréablement surpris en fait de notre échange avec Ludo, parce qu'il s'appelle Ludovic. Et c'était vraiment très chouette. Donc, si vous voulez le revoir, d'ailleurs, c'est très simple. Vous tapez où vous allez dans YouTube, vous tapez Julien Perron, vous allez tomber sur la chaîne et vous allez voir dans l'onglet direct, vous avez accès à tous les lives, dont le live qu'on va faire avec Anthony. Et c'était vraiment un chouette moment. Je voulais vous parler de 2 petites choses. Du coup, de la sortie de mon 2e livre, C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens, qui est sorti là, le 31 octobre. Vous êtes déjà un certain nombre à m'envoyer des messages. Vous l'avez lu très rapidement, malgré ces 300 et quelques pages. Donc, merci beaucoup pour tous vos retours. Je suis ravi de savoir qu'il vous plaît encore plus que le premier. Donc, c'est vraiment chouette. Pour ceux qui ne connaissent pas le premier, je vais vous montrer l'affiche. C'est celui-là. Donc, celui-là est sorti il y a 1 an. Pourquoi j'ai écrit un 2e livre ? Parce que, pour ceux qui ne le voient pas et qui l'écouteraient, le premier livre, c'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi ? Et le 2e, c'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens ? Pourquoi j'ai écrit 2 bouquins ? Parce que s'il y avait qu'un seul livre, ça ferait beaucoup trop de volume à lire. Ça serait peut-être pas très engageant. Et c'est surtout que mon adage, moi, c'est un esprit sain dans un corps sain. Donc, le premier livre est plutôt concentré autour du corps et le 2e est plutôt concentré autour de notre voyage intérieur. Et donc, du coup, merci pour vos petits retours. Je voulais vous montrer aussi une petite vidéo qu'on a réalisée autour de l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous ? Et puis après, on se retrouve tout de suite après pour discuter avec Anthony. Et je vous rappelle d'ailleurs pour la petite info que le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous est en marche. La billetterie est ouverte et donc vous avez accès à la billetterie dès maintenant. Vous tapez congrès C'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez très facilement sur le site. Ça sera le 12 et le 13 juillet au palais, au centre des congrès d'Arcachon. Et on a hâte déjà de tous vous retrouver. Je vais faire apparaître Anthony. Salut Anthony. Salut Julien. Ça va ? Ouais, ça va très bien. Et toi ? Ouais, ça va bien, merci. Ouais. On a commencé déjà un peu à papoter autour du voyage avant de commencer notre live. C'est une passion commune de ce que j'ai compris, peut-être qu'on en parlera aujourd'hui. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter, Anthony. Dis-nous, qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? On t'écoute. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Anthony Secato, j'ai 35 ans, je suis papa d'un jeune enfant, Liam, qui a bientôt 2 ans. Et je dirais que ce que je fais aujourd'hui dans la vie ne résume pas ce que je suis parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai un parcours assez varié, éclectique, qui avance au gré de mes aspirations et de mes besoins. Mais actuellement, on a été mis en relation par un partenariat sur le congrès justement Innovation en éducation qui a été tenu, je crois, il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Désormais, avec ce qu'on avait mis en avant dans un premier temps, moi je travaillais pour Educlever, mais surtout un produit qui s'appelle Orthodidacte, qui était à l'origine du partenariat. Donc Orthodidacte, c'est une plateforme d'apprentissage de la communication écrite en contexte professionnel pour faire monter en compétence les collaborateurs, les étudiants, les élèves, etc. J'ai vu que tu avais déjà interviewé Anne-Marie Guignard dans un de tes échanges et on avait pas mal déjà collaboré à l'époque avec elle sur des méthodes d'innovation, d'apprentissage. Et donc, Educlever avait rejoint le groupe Editis. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai changé de poste la semaine dernière exactement. Je suis devenu responsable commercial au service du changement dans l'intégration d'Educlever au sein de la division Nathan Compétences Professionnelles dans le groupe Editis. Je ne sais pas si ça te parle, le groupe Editis. Non, pas du tout. Non, il faudrait que tu nous expliques. Ouais.
Bah, le groupe Editis, c'est un groupe de maisons d'édition, hein. On a à peu près plus de 50 maisons d'édition, aussi bien les éditions Midi au service des enseignants, il y a 10-18, l'Archipel, le Lonely Planet, justement en parlant de voyage, c'est un sujet qui est quand même assez important, Robert Laffont, La Découverte, Plomb, il y a un ensemble de maisons d'édition qui figurent dans la maison Editis. Et à l'intérieur d'Editis, il y a aussi un pôle éducation et référence qui regroupe pas mal de maisons d'édition, que ce soit Bordas, Le Robert, Nathan, Retz, etc. Et dans ce pôle éducation et référence, il y a un pôle formation continue au service justement des étudiants dans l'enseignement supérieur et également des salariés qui cherchent à se former tout au long de la vie, à qui on dispense différentes formations sur des sujets aussi larges que la cybersécurité, le management, le leadership, les soft skills, etc. Ok, c'est pas vraiment connu en fait cette branche de la maison d'édition. Non, c'est connu sous le nom sous ces maisons d'édition principalement. Ouais, le pôle ça. éducation et référence en lui-même, ça parle pas parce que c'est plus une entité juridique qui permet de regrouper plusieurs activités, plusieurs maisons d'édition. Mais Ouais. Nathan parle, je pense, à tous les enseignants qui peuvent être amenés à nous écouter. Le Robert aussi sur la langue française. Mais effectivement, c'est pas une branche, parce que le nombre de maisons d'édition sur le pôle éducation et référence est moins nombreux que ce qu'on peut avoir sur le pôle grand public et Bah oui. littérature. Donc, ce qui veut dire que vous formez essentiellement des enseignants, c'est ça? Alors, sur le pôle éducation et référence, on forme des élèves, des enseignants aussi naturellement à différents outils, que ce soit des manuels scolaires comme des outils numériques. Et aujourd'hui, plus particulièrement, Nathan compétences professionnelles, on forme des collaborateurs en entreprise, beaucoup de collaborateurs en entreprise et également aussi des enseignants sur des sujets aussi divers que, comme je disais, le management. Et une des forces qu'on a, nous, dans notre catalogue, dans nos maisons d'édition, c'est de travailler, d'avoir intégré récemment le studio Design qui propose en fait des serious games au service de l'apprentissage. Donc, c'est vraiment le spécialiste de l'apprentissage expérientiel à distance. À distance, donc ça veut dire en fait que tout ce que vous faites en termes de formation, c'est essentiellement à distance, c'est ça? On fait à distance, on a aussi des intervenants qui peuvent directement intervenir, faire des conférences à l'intérieur des entreprises sur des sujets spécifiques. On peut aussi construire une gamme de produits spécifiques avec du présentiel, naturellement, avec des formateurs. Mais on est quand même spécialisé aussi dans l'enseignement à distance et la montée en compétences un petit peu partout, en télétravail. Ces gens qui se forment, c'est de leur propre volonté ou on leur impose, tu sais, entre guillemets, quoi? Ça dépend. Il peut y avoir un plan de formation par l'entreprise qui peut avoir une demande, une attente spécifique de monter en compétence de certains collaborateurs sur, je sais pas, pour les managers, les soft skills, manager le télétravail, apprendre à gérer le temps correctement, éliminer un petit peu tous les parasites qu'on peut avoir dans notre temps pour optimiser mieux notre concentration et peut-être mieux équilibrer notre vie pro-perso. Il y a plein de sujets. Et effectivement, il y a des individus qui viennent en direct. On est aussi organisme de formation, donc il y a des individus qui viennent en direct en disant j'ai un besoin spécifique de formation. J'ai vu dans votre catalogue que vous proposez tel sujet sur les soft skills. Je veux me former et puis on fait une convention de formation et c'est parti. Ok. Et donc toi, là-dedans, comment tu as débarqué dans cette maison d'édition? C'est quoi ton parcours, si tu pouvais développer, qu'on comprenne? Alors, mon parcours, pour faire assez court, mais à la fois ne pas trop mâcher de détails. Très jeune, j'ai eu un parcours scolaire, pour le moins qu'on puisse dire, chaotique, d'une certaine manière. J'ai fait 5 collèges en 6 ans, pour l'anecdote, donc ça fait quand même beaucoup de changements, justement. Ouais. Et du coup, pour moi, le système scolaire tel qu'il était construit à l'époque ne me convenait pas. J'ai souvent eu l'occasion de m'amuser à dire que voilà, l'enseignement de Louis XIV, de savoir un petit peu toute la construction historique de la France, c'est pas des choses sur lesquelles ça me parlait pas forcément. Il n'y avait pas d'expérience, il n'y avait pas de choses qui me permettaient de me projeter dans une action. Et je dirais que toutes ces choses-là ont construit qui j'étais. Donc, j'étais bavard en classe, naturellement, parce que j'avais besoin d'échanges, j'avais besoin de connexion avec les autres. Et ce qui était proposé dans la pédagogie ne me convenait pas plus que ça. Donc, bon, j'ai été relativement dissipé, on dira, et ce qui faisait que je ne pouvais pas rester facilement dans les établissements où j'étais. Mais assez vite, je me suis dirigé vers de la vente, parce que vu que je n'avais pas le niveau scolaire à l'époque pour pouvoir accrocher des études supérieures, je suis passé par une voie de garage, qui était un BEP Vente Action Marchande, dans lequel j'ai pu mettre au service justement mon appétence pour l'échange, la communication et toutes ces choses-là, au service des gens en fait. J'étais un intermédiaire, un pivot entre un produit, un service et un besoin,
Et donc, moi, je faisais un petit peu l'interface entre ces deux éléments-là. Mais très vite, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas, que ça ne répondait pas vraiment à mes valeurs, ma colonne vertébrale psychique, d'une certaine manière, qui me demandait d'aller plus loin. J'étais frustré de ne pas avoir un niveau scolaire plus élevé. Et donc, à un moment, je me souviens, je vendais les premiers iPhones. D'ailleurs, je suis assez passionné de technologie. Et je vendais les premiers iPhones dans des boutiques physiques. Et j'ai découvert, j'avais Wikipédia, donc j'avais accès à Internet. C'était le tout début, dans les années 2000, 2005, quelque chose comme ça. J'ai découvert, je me suis questionné sur la dictature du prolétariat de Karl Marx. C'est un sujet qui m'est venu dans la tête et j'ai commencé à me documenter, à me passionner. Et de là, je me suis dit, bon, j'ai pas le bac, il faut que j'ai le bac parce qu'il faut que je fasse des études de sociaux. Donc, du coup, j'ai entamé ce chemin-là de passer une équivalence de bac universitaire pour avoir un accès aux études universitaires. Et une fois que j'étais dans les études universitaires, j'ai commencé à faire des études de sociaux pour bifurquer très vite sur de l'anthropologie et de la psychologie. Parce que j'estimais que comprendre notre société ne me suffisait pas à mon aspiration, à ma recherche de connaissances. Et naturellement, je suis parti vers l'anthropologie pendant 4 ans. Ok. Sur des études d'anthropologie. Ouais. Et c'est là où tu as déclenché ton goût pour le voyage? C'est là où je l'ai déclenché un petit peu avant de reprendre mes études, quand j'avais fini mon équivalence de bac. À l'époque, je méditais beaucoup quand j'avais 19 ans. J'avais découvert ça et je trouvais que c'était quelque chose qui me calmait, moi, qui suis de nature un peu, qui l'était, un petit peu de nature plus sanguine, un petit peu à vif. À un certain moment, la méditation m'a beaucoup apporté dans la gestion des émotions, la canalisation, l'observation de soi, l'observation des autres. Et je m'étais dit un jour, tiens, si je partais en Inde. Mon père, il m'a regardé, il m'a dit, mais t'as que de la gueule. Et je lui ai dit, bon, ok. Je suis rentré le soir, j'ai pris mes billets pour Delhi sans savoir, je parlais même pas anglais. J'avais pas un niveau scolaire ouf à l'époque. Et je suis parti en Inde, découvrir, non pas le bouddhisme, mais du coup, un peu comme Siddhartha, la vraie vie. La vie au-delà de l'Occident. Et ça a été une claque énorme qui m'a mis justement, ça a été un peu un échec parce que je suis rentré plus tôt que prévu parce que j'étais en choc culturel en Inde. Ouais. Donc ça a été bouleversant, mais j'aime pas rester sur des choses qui me bouleversent, j'aime bien comprendre pourquoi. Et donc de là, ça a ouvert un peu clairement le chemin du voyage et de l'exploration. Ouais. Ce qui est clair, c'est que tu n'as pas fait le chemin le plus simple. Tu n'es pas parti dans le pays le plus simple pour une première. C'est un peu ce que tout le monde me dit après avoir voyagé et d'avoir discuté avec pas mal de voyageurs. Tout le monde me dit, ouais, c'est vrai que commencer par l'Inde, c'est peut-être pas le meilleur cadeau que tu t'es fait. Et à la fois, ça m'a aguerri d'une certaine manière. Donc, oui, bien sûr. Après, on dit qu'il n'y a jamais de hasard. Si tu es parti là-bas, c'est que tu devais aller là-bas. Exactement. C'est qu'il y avait forcément une raison. Tu sais, à la base, quand on a commencé à échanger pour faire ce live, tu étais plutôt sous l'appellation EduClover. Ouais. Du coup, tu peux nous expliquer ce que c'est? En fait, cette branche-là, du coup, elle est toujours existante, elle n'a pas disparu, c'est ça? Eh bien, si quasiment les produits qui sont portés par EduClever existent toujours, mais l'entité EduClever est en cours de disparition parce qu'en gros, comme je le disais, moi, j'ai rejoint en 2016 la startup Orthodidacte qui avait pour vocation d'adresser une solution numérique d'apprentissage de la langue française à des étudiants et à des salariés. Que j'ai accompagné dans son développement. Je suis parti en 2019 parce qu'à côté, j'étais cordiste aussi. Je fabrique des accrobranches, des cabanes dans les arbres, des choses comme ça de façon salariée. Et donc, je m'étais dit, il y avait un enjeu de rachat d'Orthodidacte par différents investisseurs, maisons. Sauf que ça prenait trop de temps et moi, c'était pas quelque chose qui me convenait. La latence était un petit peu trop lourde professionnellement. J'avais déjà recruté du monde pour pouvoir renforcer les équipes, mais finalement, j'étais obligé de temporiser. Donc, j'avais un petit peu des porte-à-faux managériaux aussi, RH, que j'ai décidé de quitter la société pour revenir pendant 1 an sur corde, pour m'éclater dans des chantiers sur hélicoptère, sur des choses très manuelles, très concrètes, pragmatiques. Et ensuite, avec ma femme, on est parti justement, on en parlera peut-être plus tard, mais on est parti voyager pendant 1 an et demi en période Covid. Donc, on a quitté l'Europe pendant le Covid pour aller explorer d'autres territoires et d'autres choses. Et quand je suis revenu de voyage, j'ai eu un enfant, je me suis construit avec ma femme une yourte dans le Vercors. On en avait déjà une, mais on en a rajouté une deuxième pour accueillir le petit nouveau. Okay. Et à ce moment-là, 6 mois après la naissance de mon fils, il y a eu un enjeu de se dire, est-ce qu'on reprend chacun une vie professionnelle? Est-ce que c'est moi à temps plein qui reprends une vie professionnelle? Et à côté de ça, mon ancien directeur général, Michael Hiroux, qui était fondateur d'Orthodidacte, lui m'a dit, on vient Orthodidacte a été racheté par EduClever et EduClever vient d'être racheté par Editis.
pour pouvoir accompagner toutes ces maisons d'édition que j'ai citées tout à l'heure, aussi dans leur virage numérique, leur adaptation aussi au monde de demain, en termes de compétences, en termes d'apprentissage, etc. Et donc, moi, ça a été un sujet hyper intéressant de me dire, il y a une conduite du changement à opérer, une intégration à faire avec peut-être d'autres équipes. Donc, ça a été assez long pendant 1 an. Et en fait, aujourd'hui, EduClever est pleinement intégré. Donc, on rejoint les équipes du pôle éducation et référence chez Nathan Compétences Professionnelles. Donc, on est en train de tout reconstruire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, EduClever, dans son nom de base, disparaît. Mais tous les produits qui sont derrière, Maxicours, qui est le pionnier du soutien scolaire en ligne, première plateforme numérique soutien scolaire en ligne, tous ces produits-là continuent à exister dans différents pôles supérieurs ou scolaires d'une certaine manière chez Editis. Ouais. C'est rigolo, je trouve, comme parcours, parce que tu sais, peut-être que tu le sais, moi aussi, mon parcours scolaire, il a été un peu atypique. J'ai vu, ouais. Et du coup, je trouve ça rigolo, tu vois, depuis 11 ans, de mettre beaucoup d'énergie dans l'éducation et de semer des graines, en fait, d'inspirer les gens et de montrer qu'il y a plein de solutions. J'aurais pas misé là-dessus, je me serais jamais dit à l'époque que j'allais me lancer dans l'éducation. Et du coup, en t'écoutant, je trouve ça rigolo aussi, tu vois, d'avoir à peu près, on va dire, le même parcours. Moi, j'en ai pas fait 5 collèges, je crois que j'en ai fait 3. Et un lycée. C'est pas mal. Et 2 lycées, ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que tu te dises, tiens, allez, moi, l'éducation, j'ai envie de faire quelque chose quoi, dans l'éduc. En fait, je crois que c'est pas venu très clairement à l'époque. Je pense que c'est plus une succession d'étapes qui aujourd'hui me font être là où je suis, parce que j'ai tendance en fait à croire d'une certaine manière à pas une forme de destinée, mais à une forme d'alignement en fonction de ses désirs. À un moment donné, quand on met beaucoup d'énergie autour de quelque chose, pour moi, un objectif, c'est simple, c'est quelque chose où tu mets de l'attention et du temps, donc l'amour, l'attention et le temps, dans lequel tu as vraiment envie d'aller et auquel tu consacres ton temps. Ce qu'on disait un petit peu en préambule, la répartition du temps, la façon de s'organiser aussi pour atteindre certains objectifs. Et moi, d'une certaine manière, j'ai eu en fait des objectifs qui étaient au début assez éloignés de l'éducation, mais vu que j'ai toujours eu une appétence pour la découverte, l'apprentissage et de me nourrir, en fait, j'ai des cycles assez... jusqu'à aujourd'hui, j'attends qu'on me prouve le contraire, mais j'ai toujours eu des cycles assez courts dans ma vie, des poches d'activité où je vais mettre toute mon énergie pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, je sens, non pas que j'ai fait le tour, ce serait prétentieux de dire que j'ai fait le tour alors que je n'ai pas non plus acquis un niveau d'expertise, mais que ça m'a suffi pour me nourrir intellectuellement et ensuite partir sur d'autres voies, mais qui sont toujours d'une certaine manière liées. Là où je suis aujourd'hui, si je fais un fil rétrospectif, toutes les expériences, même si elles sont toutes décousues, désorientées, déconnectées les unes des autres, finalement finissent par faire sens aujourd'hui. Et donc, cette soif d'apprentissage, naturellement, à un moment donné, quand on m'a proposé de rejoindre une start-up du monde de l'éducation numérique, naturellement, moi, ça a été une évidence. Et de cette évidence-là, je suis rentré dans le management. Le management, on accompagne des collaborateurs, on forme. Qui dit former, dit aussi s'ouvrir un petit peu plus largement aux écoles supérieures. Donc, j'ai accompagné aussi différents dirigeants d'écoles supérieures aussi dans certaines innovations pédagogiques liées au voyage, aux soft skills, etc. Et donc, c'est un sujet en fait qui aujourd'hui coule de source pour moi, qui plus est en tant que papa. C'est hyper central tout le temps dans ma vie, dans mes émotions. Oui, c'est clair. Est-ce que tu es abonné à notre magazine Innovation en Éducation ? Eh bien non, pas encore. Non, mais je l'ai vu, j'ai vu tous les preuves. J'ai regardé pas mal un petit peu tout ce que tu faisais. Moi, ça fait 3-4 ans que je te suis sur les réseaux, que j'avais vu justement ton film sortir, etc. Et puis tout ce que tu mettais en œuvre. Je trouvais la posture intéressante et c'est vrai qu'aujourd'hui, la prolifération de tes activités fait que des fois, c'est dur à suivre parce qu'il y en a beaucoup. Mais à la fois, c'est hyper intéressant de s'y diriger. Ouais. Et aujourd'hui, en tant que formateur, je vais forcément m'y connecter. Ouais. Mais même en tant que parent, parce que, en fait, si tu veux, c'est assez simple, c'est juste qu'on a créé 2 écosystèmes. Il y a l'écosystème innovation en éducation, et donc dedans, on retrouve plusieurs outils. Tu as le congrès qu'on a fait l'année dernière, là, c'était l'année dernière, le week-end, il y a 2 semaines. Ça, c'est la partie événementielle. Il y a le magazine papier innovation en éducation, le podcast. On a réalisé un film qui s'appelle L'école de la vie, et puis un centre de formation pour accompagner les parents. En fait, tu vois, au final, c'est pas si compliqué que ça. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, l'école de la vie, par contre, j'ai regardé. Je l'avais regardé à l'époque où il était sorti. Ok. Est-ce que ça veut dire que tu te considères un peu, tu sais, pour mettre une étiquette comme un slasher ? Pas forcément, non. Non. Je ne trouverais pas dans cette étiquette, ouais, non.
D'accord. Oui, c'est juste que tu as besoin, tu fais des cycles courts, on va dire, de 3 ans, puis après tu passes à autre chose. Ouais, Et en fait, c'est que d'une certaine manière, mon leitmotiv, il a toujours été justement lié à l'apprentissage, à la découverte et à la transmission. Et à partir du moment où j'ai l'impression d'arriver à une fin de cycle, c'est pas vraiment une fin de cycle parce que le cycle plus large est toujours présent, je suis toujours dedans, mais j'arrive à une fin d'activité. Et cette fin d'activité, j'ai besoin d'aller sans doute faire autre chose à un moment donné pour pouvoir aussi mettre à profit tout ce que j'ai acquis sur les expériences précédentes, les centraliser et peut-être les renforcer aussi. Garder l'essentiel, réenlever certaines choses. ce qui veut dire que tu fais plus l'activité dont tu parlais, là, de faire des cordes, de faire des... Non, j'ai toujours Non. cette compétence. Je suis bricoleur parce que je vis en yourte. Donc, naturellement, mon cadre de vie fait que je suis toujours dans la fabrication, production. C'est de l'habitat alternatif et autonome. Donc, naturellement, je suis dedans. Mais aujourd'hui, non, je suis plus cordiste. J'ai toujours ma licence de cordiste. Et si demain, je suis amené à changer d'activité pour X raisons ou pour d'autres aspirations dans un futur quand même assez lointain, je pense que je saurais revenir sur corde pour aller retrouver cette adrénaline et cette capacité de Ouais. learning by doing, tu vois, typiquement. Bah oui, carrément. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle l'école de la vie, ouais. Exactement. D'être purement dans l'expérience. D'ailleurs, j'imagine que c'est ce que le voyage aussi t'a apporté, non? À force de voyager. Pour moi, c'est une vraie école de la vie, en fait, le voyage, quoi. Ah bah oui, c'est une école de la vie et j'ai presque envie de dire que ça devrait même être central. Je sais que typiquement les Allemands, souvent ils font des années de césure un petit peu officialisées Ouais. entre le secondaire et le supérieur. Et je trouve que c'est des choses qui sont hyper intéressantes à valoriser et à développer. Moi, Ah ouais, personnellement, le voyage m'a sauvé la vie d'une certaine manière. En tout cas, m'a apporté des regards sur le monde et une profondeur personnelle que je n'aurais pas trouvé si j'étais resté enfermé dans ma culture et dans ah mes ouais, prérequis, dans mes croyances tellement, limitantes. tellement. Et c'est vrai que quand tu rencontres d'autres personnes qui voyagent aussi depuis un petit moment ou qui sont habituées aussi à aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, on partage quand même tous le même point de vue, quoi. C'est ce que tu viens de dire. Il y a une vraie notion d'ouverture sur l'autre, sur la différence, sur tellement de choses. Puis, je sais pas si c'était le cas pour toi encore à l'heure d'aujourd'hui, mais je trouve que ça te forge aussi une idée, euh, j'allais dire assez précise en fait de ce que c'est la vie, quoi, dans toute sa complexité, quoi. Tu es très loin en fait de tout ce qu'on t'apprend sur les bancs de l'école ou de ce que transmettent tes parents. Bien Tu sûr. tu te fais vraiment ton propre point de vue. Toi aussi, ouais. Ah bah complètement. Après, là, dans ce que tu dis, je pense qu'il y a justement dans ce qui est transmis à l'école de façon très purement académique, il y a bien sûr un ensemble de savoirs indispensables et intéressants pour se repérer dans le monde, mais en tout cas, la représentation du monde qu'on nous donne, Ouais. elle est quand même nationaliste. Enfin, c'est de l'éducation nationale. C'est tourné autour d'un projet spécifique de société. Et pour avoir fait des études d'anthropologie, une des choses que je recherchais, c'était un universel qui liait tous les humains. Quel est le fil continu qui fait qu'on est tous similaires avec des variables culturelles, géographiques, familiales, etc. Et c'est la recherche de ces invariants, moi, qui m'a beaucoup fasciné en fait dans le voyage, de me dire, en fait, on a tous les mêmes types d'émotions, on recherche tous à être heureux, clairement, parce que le bonheur, c'est quoi pour vous? D'une certaine manière, la recherche du bonheur, elle est capitale chez tout individu. On a tous dans notre tête un dégoût du déplaisir et un goût pour le plaisir. Et d'une certaine manière, c'est dans nos expériences de vie, dans notre culture, comment on va pouvoir faire rayonner le plaisir au détriment du plaisir, sans être dans un hédonisme béat, tu vois, Ouais, bien sûr. sans rentrer du tout dans ce genre de sujet, mais juste qu'est-ce que la société met à disposition pour rendre heureux les gens. Et ça, moi, avec ma femme, ça nous a beaucoup guidés. D'interviewer des gens aussi. On a fait quelques interviews de personnes inspirantes sur la route. Ok. Et le voyage aujourd'hui, pour moi, m'a vraiment apporté tout ça, en fait. Cette ouverture, ce regard sur le monde et cette connexion. C'est vraiment... des fois, j'ai besoin... Je sais pas si ça te le... Enfin, j'imagine que c'est ce qui fait que tu continues à pérégriner aussi souvent. Mais pour moi, quand je voyage, en fait, c'est un petit peu comme quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, vu que j'avais du mal avec l'école, avec ce prisme qu'on me donnait d'apprentissage, j'avais besoin de chercher des choses excitantes, stimulantes. Et donc, pour moi, le voyage, c'est un petit peu ça. C'est plus intense parce que c'est inconnu. Et quand, justement, je suis dans le connu, c'est pour ça que je bouge souvent au bout de 3 ans, c'est que je m'ennuie. Et en fait, de cet ennui, le voyage est devenu une forme de réponse à explorer, mais sans vraiment savoir. Un peu de la sérendipité, justement. Je ne sais pas ce que je vais trouver, mais par contre, je sais que ce que je vais trouver va m'apporter. On est bien d'accord. Oui, oui. Oui, moi, il y a une vraie forme, je trouve, de lâcher prise, de détachement, purement être en fait dans l'expérience, ne pas planifier.
Et c'est au fur et à mesure que le voyage se développe, qu'il se déroule, que en fait, il se passe plein de trucs, tu rencontres plein de gens et tu fais des choix. D'ailleurs, je trouve ça génial d'ailleurs pour faire des choix, le voyage. Par contre, je trouve qu'il y a quand même plusieurs formes de voyage. Pour synthétiser, on va dire, il y a le voyage seul où tu pars avec ton sac à dos, et donc là, tu es seul, tu es connecté avec toi. Et puis le voyage où tu vas partir avec quelqu'un, donc ça peut être ta chérie, ton chéri, un pote, des potes, la famille, des amis, etc. Et là, je trouve que dès qu'on est avec quelqu'un, en fait, ou plusieurs personnes, c'est vraiment un autre type de voyage. C'est-à-dire que c'est très bien aussi en soi. Mais pour celui qui serait peut-être amené à rechercher de ce que nous dit en filigrane en termes de connexion, de découverte, tu vois, de connexion à toi, à l'autre, à la nature, etc. Bah, moi, je reste convaincu qu'il faut voyager seul, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, je le suis toujours parce que même si j'ai voyagé avec du monde et sous plusieurs aspects, j'ai mené des voyages autant professionnels que familiaux ou avec juste ma conjointe, etc., ou des amis. Le voyage seul permet justement cette dimension presque introspective, spirituelle, parce que quand tu es seul, j'ai tendance à dire que quand on est seul en voyage, on est rarement seul parce que justement, on est ouvert aux interactions parce que c'est aussi de ça qu'on va construire notre voyage et c'est ce qui va faire le sel de notre voyage. Mais on a beaucoup plus cette démarche, tu vois, de marcher seul. Tu connais, hein, tu reviens de Compostelle. Typiquement, cette démarche-là, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus ancrée. Et avant de voyager avec du monde, dans mes premiers voyages, au-delà des voyages que j'ai fait avec ma famille, c'était des voyages exclusivement seuls. En Inde, au Maroc pour aller faire de la photo, au Canada pour aller étudier les constellations familiales et des sujets thérapeutiques divers. Typiquement, c'est des trucs sur lesquels je veux partir seul parce que je sais que... Et puis, en partant seul, on n'emmène pas aussi quelqu'un qui connaît notre bagage d'avant. Enfin, il y a aussi cette capacité de se refaire, de se renouveler aussi constamment sur la route. Et pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Aussi. Du coup, ça me fait penser un peu à la punchline que je dis très souvent, où je trouve que le voyage, c'est le meilleur outil en développement personnel. Ça ressemble à ça, en fait, ce que tu dis là. Ah complètement. J'ai été, il y a quelques années de ça, il y a Daniel Perron, un des fondateurs de l'INSEC, qui est une grande école de commerce aujourd'hui en France et à l'international. Je suis parti en voyage, il m'a contacté, il m'a dit, on se connaissait déjà par notre relation professionnelle de la start-up où j'étais. Il m'a dit, mais moi, ça fait longtemps que j'ai à cœur, parce qu'il a toujours été investi dans des projets pédagogiques alternatifs, de construire des lycées alternatifs, l'Hermione, etc. Et lui, il avait le projet de créer une école des routes. Qu'il avait déjà construit, il avait pas mal de personnes autour de lui, des responsables pédagogiques, des directeurs d'entreprise, etc., qui étaient prêts déjà à investir dans le projet d'école des routes. Et il est venu me chercher pendant mon voyage pour me dire, est-ce que tu veux être consultant dans la création de cette école des routes? Parce que nous, on a comme, en gros, le motto de l'école, c'est de permettre à tout le monde d'apprendre en étant sur la route, de faire du voyage le premier pivot d'apprentissage, enfin le premier levier d'apprentissage, indépendamment des matières transmises. Et son idée, elle est incroyable parce qu'elle est toujours en commercialisation et en structuration aujourd'hui. C'est de se dire, on a des étudiants qui sont en école supérieure, management, leadership, etc. Mais à côté de ça, plutôt que de les former sur place et de leur faire un stage dans un pays, ils vont apprendre pendant 1 mois, faire un camp de base en France et ensuite, ils vont choisir une route à l'image un peu des vieilles routes, la route de la soie, la route des Incas, du Mexique, en Argentine, etc. Les étudiants, ils partent là-bas et une fois qu'ils sont sur place, on a des partenariats universitaires où ils font 3 semaines de caravansérail sur place, où ils vont réellement apprendre avec les autres étudiants, aussi les langues, et ensuite ils ont 2 mois sur la route pour pouvoir monter un projet personnel, un projet lié à l'écologie ou un projet purement lié à leur matière principale. Et à côté de ça, on les abreuve de culture générale, entre guillemets, mais surtout soft skills, au service du monde, s'ouvrir aux autres, travailler l'interculturalité. Et en fait, c'est vraiment le but de les former tout en leur donnant une expérience de l'itinérance et de la route. Et ce projet, il était incroyable. Donc nous, on les a accompagnés sur les programmes pédagogiques à construire, sur une réflexion autour de la citoyenneté mondiale, comment créer une charte de citoyens du monde pour les écoles supérieures en France, et après sur plein d'autres sujets. Quand tu parles à l'imparfait, ça veut dire que ce projet n'existe plus, ils ne le mettent plus en place ?
Si. Moi, le consulting, il est fini parce que je suis parti sur d'autres activités professionnelles et Ok. j'attends aujourd'hui. À l'époque, il me proposait d'être directeur de cette école le jour où elle allait se lancer. Donc moi, c'était clairement vissé à mon corps que c'était évident que je le devienne. Après, comme tout projet qui doit se construire, c'est un projet qui mérite des fonds, qui mérite d'être vendu à des établissements scolaires, soit qui rachètent sous forme de franchise l'école des routes, d'une certaine manière, à qui on propose toute une organisation, soit c'est une école en direct qui l'achète pour elle-même, pour son compte, et qui le réestampille. Donc là, aujourd'hui, Daniel Perron est dans ses réflexions avec ses différents partenaires pour pouvoir donner une suite à ce projet d'école, mais j'ai hâte de le voir naître. Ouais. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'imagine on tape École des routes dans un moteur de recherche, on tombera facilement sur les infos. Eh ben non, Ah, que dalle. Non. Ah, mince. Non, les gens peuvent me contacter s'il y a des besoins d'informations plus complémentaires sur différents outils. Mais aujourd'hui, la marque est déposée. Le site internet n'a pas été fait parce que Daniel Perron, c'est une personne qui a beaucoup d'appétence pour l'apprentissage, la transmission, mais il a aujourd'hui plus de 70 ans. C'est un peu son projet de fin de vie et d'une certaine manière. Et là, aujourd'hui, il attend de trouver des relais pour pouvoir construire ça et l'opérationnaliser clairement, quoi. D'accord. Du coup, on fait comment pour te contacter? Normalement, sur mon mail directement. C'est quoi ton Dans mail? ma description, c'est Anthony, Attends, A-N-T-H-O-N-Y. je vais le noter en même temps dans les commentaires. Anthony, ouais. Anthony, A-N-T-H-O-N-Y, .secato, C-E-2-C-A-T-O, Ouais. arrobase, Oui. le vieux nom, educlever.com. E-D-U-C-L-E-V-E-R.com. Ok. Je viens de le mettre dans les commentaires. Oui, parce que c'est super intéressant comme projet. Bon, après, il y a plein de projets hyper intéressants. C'est aussi pour ça qu'on met beaucoup d'énergie dans l'éducation. D'ailleurs, tiens, ce serait intéressant d'avoir ton regard sur l'éducation. Moi, ce que j'observe, pour te donner un peu de mon angle de vue, c'est que, tu sais, moi, je trouve avoir la chance d'être en contact un peu avec tout le monde. Donc, que ce soit le gouvernement, des ONG, des fondations, des professionnels qui sont dans le monde de l'éducation, des enseignants, des gens qui ont créé des outils pour les parents, les enfants et les enseignants, enfin, vraiment de manière assez transversale. Alors bon, moi je sais que je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais j'ai vraiment le sentiment quand même qu'on avance plutôt dans une bonne direction, mais bon, à notre vitesse, quoi. C'est-à-dire que, bon, moi je trouve qu'on a toujours 15, 20 ans de retard sur beaucoup de choses, et j'ai l'impression qu'on avance un peu comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'on ait du retard, ça c'est un état de fait, hein, j'ai envie de dire, par rapport à certaines sociétés qu'on peut observer, hein, les sociétés nordiques, Singapour sur le côté purement académique, même si c'est un petit peu galvaudé aujourd'hui Singapour sur certains sujets. Je dirais, enfin moi l'optimisme, de toute façon, j'en fais ma philosophie de vie. Hein, je suis optimiste par définition parce que c'est un choix, et comme toute chose qui se présente dans notre vie, c'est aussi une façon de choisir. Est-ce qu'on décide d'être dans la morosité et de ressasser des choses qu'on ne peut pas obtenir, ou est-ce qu'on essaye d'être optimiste par la volonté, d'une certaine manière. Et moi, l'optimisme par la volonté, je l'ai. Je suis aussi connecté au réel et pessimiste dans certaines réalités du monde, etc., qui plus est aujourd'hui. Mais l'optimisme dans l'éducation, pour moi, il est d'une indispensable en tant que posture, en tant qu'enseignant, parce que tu ne peux pas transmettre quelque chose si tu n'es pas optimiste quant à le bien fondé, à quoi ça va servir ce que tu vas transmettre et comment tu le transmets, si tu n'as pas aussi une confiance folle en le devenir des jeunes à qui tu enseignes. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est fort. Et là où les jeunes à qui je donne des cours aujourd'hui me renvoient de l'optimisme, c'est que malgré tout, ils sont demandeurs d'innovation, ils sont demandeurs de modification de l'ordre établi, je suis prof, je suis le dépositaire du savoir, je te le transmets. Ils sont demandeurs de nouveaux formats, et dans ces nouveaux formats, que je mets moi en œuvre dans mes classes, typiquement, tu te rends compte que les jeunes, en fait, ils attendent que ça, d'apprendre. Même si, bon, il y a de la distraction cognitive avec les écrans, les smartphones, etc., qui est bien plus, là, pour le coup, prenante qu'avant. Ça, je le constate à chaque fois que je donne un cours. C'est compliqué parce qu'il y a une captation cognitive qui fait qu'ils n'arrivent même plus à traiter. Il y a tellement d'informations qui arrivent dans leur tête qu'ils n'arrivent même plus à traiter l'important et l'urgent du non important et non urgent. Et d'une certaine manière, le contenu du prof ou le contenu des autres collègues qui vont pouvoir transmettre quelque chose est noyé dans un flux informationnel très large. Et ça, c'est assez difficile quand même du coup à encadrer, parce que
Pour moi, j'ai affaire à des adultes. Je les laisse aussi mener la vie qu'ils ont envie de mener. Je les rappelle juste à certains moments sur la vie en entreprise et qu'est-ce que le salariat aussi par rapport à l'attention qu'on donne aux choses et comment aussi l'attention qu'on porte aux choses, c'est aussi ce qui nous permet aussi d'évoluer et de grandir. Donc, donc il y a un peu cette difficulté, mais par contre, je retrouve vraiment leur attitude me donne de l'optimisme quant à cette nouvelle génération. Déjà parce que j'entends les échanges quand on fume la clope dehors avec les élèves. Bah, typiquement, quand je vois comment ils discutent, comment ils se chambrent, même comment ils rigolent entre eux, et même des fois la profondeur de leurs constats, au-delà même du scolaire, hein, je me dis que c'est une génération qui a la tête bien faite, vraiment. Okay. Vraiment la tête bien faite, et c'est du coup source clairement d'optimisme pour moi, mais les enseignants autour. Hein. Tu es né en quelle année? Moi, je suis né en 89. 89. Ce que j'allais dire, moi, je suis né en 78. J'ai l'impression que de cette époque-là, on était moins connecté justement, tu sais, aux enjeux sociétaux en fait de notre société. Et là, pour le coup, c'est vrai que je te rejoins, notamment par rapport à ça. On sent qu'ils sont quand même bien au fait de, entre guillemets, des erreurs qu'on a pu faire. Et puis avec l'envie d'essayer de se dire bon bah comment nous on peut rattraper un peu ce que vous avez fait, quoi. Bah, c'est un petit peu ça. C'est triste à certains moments de dire ça parce que finalement, ils arrivent avec une forme de crédit écologique, pédagogique, etc., une forme de dette héritée par les générations précédentes. Mais en tout cas, ces générations, elles sont quand même acculturées, sensibilisées à tous ces enjeux-là. Aujourd'hui, quand tu vas parler de santé mentale, d'isolement, mais sur des sujets complètement différents, d'innovation aussi, ils vont être complètement captivés. Ils ont conscience de la marche du monde et ils ont aussi une meilleure ouverture. Justement, et c'est peut-être sans doute cette ouverture qui les distrait, parce qu'ils ont trop d'ouverture, donc il y a peut-être du mal à filtrer dans cette ouverture, mais c'est cette ouverture qui est nécessaire aussi pour s'extraire de là où ils viennent, aller là où ils veulent, et ils ont conscience un petit peu de toutes ces choses-là, bien plus que, en tout cas, quand moi je me projette en arrière, de ce que moi j'ai pu connaître jusqu'à mes 18-19 ans, quoi. Clairement. Bah oui, c'est clair. Mais du coup, tu as dû voir aussi arriver l'IA, là, parce que c'est un vrai sujet, c'est aussi dans le monde de l'éducation. Oui, bien sûr. C'est des sujets que vous évoquez, vous aussi en interne, vous l'utilisez aussi. Je sais que dans le monde de l'éducation, ça a fait beaucoup d'écho. Il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des enseignants, des parents. Je pense notamment à ChatGPT, qui est vraiment le truc qui a été mis en avant bien sûr. autour de l'IA. Toi, tu perçois ça comment ? Bah, l'IA, moi, d'une certaine manière, j'y suis sensibilisé depuis 2016 quand j'ai rejoint la startup où j'étais parce que je travaille avec une équipe d'ingénieurs informatiques qui sont spécialisés dans les modèles experts. Donc, le modèle expert est une branche de l'intelligence artificielle qui reproduit le savoir d'un expert, d'un médecin, en l'occurrence, nous, d'un enseignant, pour pouvoir pousser des contenus pédagogiques, des grains pédagogiques spécifiques aux erreurs rencontrées, au degré d'acquisition de compétences, etc. Et donc, c'est un sujet sur lequel j'ai toujours été acculturé d'une certaine manière parce que déjà, j'adore la technologie. Depuis plus jeune avec les premiers smartphones, etc., jusqu'à aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Mais c'était un sujet qui était un petit peu encore distant. Et quand j'ai repris mes activités professionnelles l'année dernière et que ChatGPT avait lancé aussi sa mise en commercialisation de ChatGPT 3, je crois, la phase gratuite, au début, moi, ça me fait penser toujours à une phrase un peu de Schopenhauer je le paraphrase de façon peut-être un petit peu détournée, mais en gros, lui, il explique qu'une innovation, elle passe par 3 étapes. La première étape, c'est une hérésie, c'est hors de question, on n'y va pas. La seconde, c'est on va peut-être le considérer, ça peut être intéressant. Puis la troisième, c'est en fait, c'était une évidence pour qu'on n'y est pas allé avant. Grosso modo, je schématise, et c'est un petit peu le cycle de toutes les innovations. Le téléphone portable, au début, en 97, quand il est sorti, personne s'est dit « Non mais c'est bon, là, à la maison, pourquoi on va s'encombrer d'un truc ?» Il suffit d'aller aujourd'hui dans un métro pour voir la place du smartphone et on le comprend assez rapidement. Mais du coup, l'IA, au début, j'ai eu un peu ce côté « Ouais, c'est encore de la technologie pour de la technologie, too much ». Vraiment brut de décoffrage, c'est un peu ma première pensée. Et ensuite, très vite, en fait, je l'ai utilisé déjà professionnellement. Juste ChatGPT, comment l'utiliser, comment créer soi-même un bot, un GPT, en lui fournissant du knowledge, du savoir, etc., pour être au service de quelque chose. Et j'ai toujours compris que la technologie était au service de quelque chose, mais qu'elle n'avait pas la vocation et la vertu pleinement de remplacer, même si, bien sûr, ça se fait sur certains endroits, les caisses automatiques, etc., mais ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, l'IA, moi, très vite, je m'y suis mis pour moi, en tant que manager, pour pouvoir aussi... je trouve que l'IA, c'est un excellent facilitateur.
En fait, tout simplement, c'est quelqu'un qui va, enfin, c'est un outil qui va permettre de synthétiser très rapidement et de comprendre très vite qui parle et mettre un petit peu les insights en avant. Et à côté de ça, c'est aussi un outil qui peut très facilement nous aider à construire des team building, créer une énergie collective. Donc ça, c'est un point qui est hyper intéressant. Mais ensuite, là où je me suis rendu compte que c'était pertinent d'approfondir un peu le sujet sur l'intelligence artificielle, c'est de me dire, en fait, nous, ce qu'on vend commercialement, en tout cas dans la société où je suis, c'est de l'information. On vend de l'information sur des produits, sur différents sujets via du marketing, du commerce, de la communication. Et donc, pourquoi on ne synthétiserait pas toutes ces datas quelque part pour pouvoir ensuite créer un collaborateur virtuel? Et donc, j'ai créé dans ma société un collaborateur virtuel qui a pour vocation de répondre au marketing et au commerce sur différents sujets. Comment je peux mettre ça en avant? Est-ce que tu peux me faire une séquence de 5 mails? Est-ce que tu peux brainstormer avec nous pour pouvoir tacler un petit peu la concurrence? Enfin, un ensemble de sujets en fait qui sont hyper intéressants et qui font gagner un temps de malade. Enfin, j'ai jamais eu autant de capacité de concentration sur des tâches à valeur ajoutée qu'aujourd'hui. Maintenant que je sous-traite tous ces éléments de petites réflexions sur quelle question je pourrais poser là, comment je pourrais animer mon atelier, en fait, ça, je le sous-traite d'une certaine manière. Bien sûr, derrière, je le relis et c'est moi qui abonde certains éléments. Mais par contre, je peux me concentrer réellement sur le cœur de mon métier, qui est l'humain, de l'encadrement. Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable et que je retrouve naturellement dans l'éducation. Ouais, tu le vois comme un assistant, en fait. Mais c'est ni plus ni moins qu'un assistant. Ouais. Oui, c'est un assistant qui peut-être demain pourra me faire des choses automatisées. C'est évident. Là, moi, je travaille avec Editis aussi sur des enjeux d'innovation autour de l'intelligence artificielle et je vais avoir pour mission d'apporter avec les outils internes des choses novatrices dans la construction d'outils spécifiques au commerce, au marketing, etc. Mais oui, pour moi, c'est plus un assistant que quelqu'un qui va remplacer mon boulot. Ça, c'est une évidence. Ouais. Du coup, tu parlais de concentration, ça m'a fait rebondir sur le dernier sujet du magazine Innovation en éducation qui a pour titre, je ne sais pas si tu l'as vu d'ailleurs. Je l'ai vu passer. Ouais, je l'ai vu passer. Tu as vu le poisson? Je l'adore cette affiche. Attends, je crois que je l'ai. Voilà, c'est celui-là. Tu vois, on a fait une affiche comme ça. Yes, exact. Problème d'attention, le nouveau mal du siècle. Donc là, les abonnés sont en train de recevoir le mag. Pour ceux qui ont envie de se procurer, d'ailleurs, il faudra attendre un petit peu pour le mois de mars, je crois, maintenant. Vous tapez boutique innovation en éducation. Et donc, du coup, ça me fait penser à ça parce que c'est un vrai phénomène aussi, l'attention. On sent bien, en fait, que c'est devenu même un produit, tu sais, marketing, quoi. On est appelé à droite, à gauche sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Qui est passionné. Ça serait intéressant d'avoir ton retour aussi là-dessus, ouais. Sur l'attention, au sens large, moi je vais même parler de l'attention de mes élèves, mais je vais le coupler à l'intelligence artificielle, dans le sens où une des premières choses que j'ai pu constater en commençant à donner des cours en école supérieure, il y a un problème d'attention, il y a une captation cognitive naturellement justement avec le marketing, les algorithmes et toutes ces choses qui nous enferment de plus en plus dans des sphères de pensée très individualistes, très liées à notre personne. Et ça peut avoir des avantages sur plein de sujets, mais ça a aussi des inconvénients aussi d'isoler numériquement, en tout cas, j'entends les individus. Et ça, c'est un des premiers constats que j'ai fait assez rapidement, même dans l'inauguration de mon cours, d'une certaine manière, quand je posais mon cadre pédagogique. J'ai vu ça. Et très vite, je me suis dit, en fait, il faut que j'aille mettre de l'IA aussi, parce que de toute façon, pour moi, l'intelligence artificielle, la compétence, la maîtrise de l'intelligence artificielle, c'est un petit peu le office sur le CV il y a quelques années. Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Aujourd'hui, noter Word, Excel, quand tu vois que l'IA peut tout faire pour toi, te synthétiser, te créer des troisièmes tableurs, etc. Enfin, il y a une capacité de production qui aujourd'hui est mis de côté et c'est l'IA qui prend le relais là-dessus. Donc typiquement, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un enjeu d'adaptation au monde de demain. Bien sûr, dans l'intelligence artificielle, il y aura toujours des opportunistes un petit peu délétères qui vont prendre l'intelligence artificielle pour l'amener dans des choses qui ne sont pas au service pleinement de l'humain. Ça, de toute façon, c'est la marche du monde. On peut pas se déconnecter de ça. Enfin, même si ça serait intéressant quand même. Mais moi, l'intelligence artificielle, quand je l'ai donnée aux étudiants, je me suis dit, ils ont des problèmes d'attention, ils passent beaucoup de temps sur le numérique, mais aujourd'hui, peut-être que la façon dont on leur donne des cours ou on leur demande de les construire aussi, c'est peut-être pas non plus corrélé à la façon dont ils se connectent à l'information, dont ils naviguent dans le savoir, etc. Alors que les former déjà au préalable de tout cours à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour produire du contenu qu'il s'agira ensuite de remettre en question, présenter, problématiser, etc. Moi, ça a été un enjeu immédiat en fait. Les 4 premières heures, je leur ai
je les ai formés d'une certaine manière au prompt engineering, à ChatGPT naturellement, mais à plein d'autres outils. Cider, Perplexity AI, tous ces sujets-là, même Gamma, hein, la production de visuels et de supports de présentation, aidés et assistés par l'intelligence artificielle. Je leur ai donné ces sujets pour qu'ils puissent s'en emparer pendant les cours, pour pouvoir essayer de gagner du temps d'attention, justement, par rapport à ce qu'ils pouvaient voir en scrollant sur des choses futiles dans le cadre d'un cours, en l'occurrence, pour pouvoir flécher cette attention vers de l'appétence quand même technologique. J'apprends de la technologie, je suis quand même sur Internet, je navigue, je vois plein de choses, ça va vite, parce qu'il y a aussi une capacité, un temps d'attention moyen aujourd'hui qui est en perdition. Et je pense que voilà, 8 secondes, c'est énorme. Tu n'as même pas le temps de finir une phrase qui t'écoute déjà plus. C'est incroyable. Ouais. Donc, c'est moins qu'un poisson rouge. On dit que c'est moins qu'un poisson rouge. Ah ouais? Ouais. C'est un délire. C'est pour ça qu'on a fait une cour avec un poisson rouge. Ouais, il est mieux en place que certains étudiants, du coup, que ce qui est constaté par les neurosciences. Mais 8 secondes, pour moi, c'est délétère comme attention. Et donc, ils ont besoin quand même d'une forme de distraction pour pouvoir aussi ne pas avoir un modèle pédagogique qui est hérité depuis les années, hein, où c'était on vous apprend comme ça. Le but, c'est aussi d'être un petit peu comme à l'usine. On vous apprend à fonctionner de cette manière-là. Vous êtes assis, c'est moi qui ai le savoir, je vous forme et c'est comme ça. Non, aujourd'hui, ils ont accès à tout. Ils ont tellement accès à tout qu'ils ont accès à plus rien. Certes, mais il faut leur apprendre à apprendre. Et l'intelligence artificielle, pour moi, est un vecteur de cette capacité à faire apprendre, à se repérer dans l'information et des fois même à questionner, à développer l'esprit critique. Donc moi, c'est ce que j'ai mis en avant dans les cours que j'ai commencé à donner cette année pour pouvoir à la fois les adapter au monde de demain et à la fois aussi récupérer du temps d'attention qui est quand même en perte naturellement. Ouais. Et du coup, tu as assez de feedback, tu as assez de recul pour voir que ça fonctionne? Ouais, pour l'instant, le recul que j'ai par rapport aux notes des élèves, à la façon dont ils maîtrisent leur sujet, c'est hyper positif. Hein. J'ai des moyennes de classe en moyenne entre 14 et 15. Et pourtant, je ne suis pas dans une notation valorisante particulièrement. Je corrige et j'analyse la compétence où elle est. Mais donc, elle est autour de 15 aujourd'hui en moyenne par classe. Et les retours, moi, je fais souvent... je me suis beaucoup inspiré de la méthode de Jean-Charles Caillez. Je ne sais pas si tu connais. Je crois que c'est à l'université de Lille, qui a créé un modèle pédagogique qui s'appelle la classe renversée. Il estime que les étudiants deviennent des enseignants et les enseignants des élèves. Et du coup, tout le processus pédagogique est inversé, où tu donnes tes objectifs pédagogiques en tant que prof, tu divises ta classe en plusieurs groupes, et c'est eux qui vont, en l'occurrence avec moi, créé par l'intelligence artificielle, construire leur support de cours, le présenter à la classe. Et moi, après, derrière, ils me donnent une évaluation que je fais à la maison, etc., pour pouvoir voir s'ils ont suffisamment compris le sujet pour poser les bonnes questions. Parce qu'il y a aussi l'art de poser les bonnes questions pour vérifier qu'on maîtrise un sujet. Et donc, les retours là-dessus, je demande à chaque fin de cours des entretiens 360 où ils mettent une note sur 0, qu'est-ce qu'ils n'ont pas kiffé du tout, et une note sur 20, qu'est-ce qu'ils ont adoré. Et du coup, moi, ça me permet d'avoir du feedback anonyme. Bien sûr, je l'anonymise. Pour pouvoir évoluer. Et j'ai évoqué à mes premiers étudiants que c'était aussi que ça allait être mes maîtres d'apprentissage, parce que moi, je suis dans une discipline que je découvre, où j'ai beaucoup d'aspiration et d'appétence, naturellement. Mais à côté de ça, c'est aussi, je vais apprendre en le faisant. Et du coup, pour pouvoir progresser rapidement, j'ai besoin de leur feedback, parce que c'est eux ma cible essentielle. Mais oui. Et si eux, ils ne sont pas captivés et qu'il n'y a pas d'attention, naturellement, je vais mal donner mes cours ou je vais moins avoir confiance. Donc, j'ai besoin en fait de cet échange itératif régulier avec eux. Et les retours sont hyper bons. Ah, mais c'est génial de bosser avec vous. Enfin, c'est cool. Ça fait plaisir. Oui, puis j'imagine que tu leur expliques. Donc, du coup, ça les implique encore plus à te donner des retours et faire des feedbacks. Je leur explique, ils connaissent toute la méthode, les enjeux, le pourquoi. Justement, j'ai sorti différentes statistiques sur le monde de demain, sur l'économie de l'attention, tout ce qui se passe un petit peu aujourd'hui avec même les guerres numériques, notamment au niveau de... Donc, je fais une sensibilisation un peu globale avant de rentrer dans mon cœur de sujet qui est l'innovation, le management, etc. Mais ils sont clairement OK et ils sont très contents d'arriver sur des sujets, et je sais qu'ils poussent même d'autres professeurs et d'autres formateurs pour aller sur ces sujets-là maintenant qu'ils ont appris à fonctionner comme ça. Bien sûr. Pour moi, ça a du sens. On a fait un mag aussi là-dessus sur, je ne sais pas si tu l'as vu passer, qui est dédié justement à l'intelligence artificielle. Tiens, il est là.
Ah non, pas du tout. Ah, tu savais pas, ouais. Non. C'est IA, ChatGPT, subir ou s'en saisir. Donc, tu sais, à chaque fois, le Mac, c'est 80 pages sans pub. Hein. C'est que du contenu. Excellent. C'est que des experts à chaque fois qui parlent, qui s'expriment en tout cas dans le mag. Et ouais, j'allais dire, chaque magazine est passionnant, mais donc du coup, ça fait écho avec ce qu'on est en train de dire. Et je te rejoins aussi sur une notion. Enfin, moi, j'irais plutôt dans ton sens. Moi, je suis plutôt d'accord parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui freinent des quatre pattes, qui ont peur de monter dans le train. Bien sûr. Moi, je le vois dans une autre de mes activités, tu sais, où je donne des conférences. Ça fait très longtemps. Et donc, il y a une époque où je pense qu'on était un peu encore dans cette idée où tu as un mec qui est sur scène, qui donne une conf, puis les gens écoutent. Et là, je vois bien ces dernières années que si tu fais pas participer les gens en fait à ta conférence, si tu les impliques pas en fait dans ta conf, encore plus, et au niveau de l'attention, tu les perds en fait très très rapidement, quoi. Donc, il y a vraiment un phénomène qui est vraiment global et sociétal qui touche pas que les étudiants, quoi. Je pense que c'est important de le dire, quoi. Ouais, non, c'est sûr. On est tous, d'une certaine manière. Moi, là, je cible les étudiants en parlant de captation attentionnelle, etc. Mais nous, c'est pareil. Hein. Même, je vois certains collègues, etc. au bureau, et moi le premier, ça m'arrive, pareil, de sortir d'une tâche, là où je suis quand même concentré, pour aller faire quelque chose, pour ensuite m'y remettre aller faire quelque chose sur mon téléphone et me remettre sur ma tâche. Mais du coup, en fait, ce qu'on oublie derrière, c'est que ça a un coût. Derrière, de revenir derrière à se reconcentrer avec le même chemin neuronal qu'on avait déjà construit dans l'approfondissement de la tâche. On s'en extrait, on perd quelque chose, et on revient et en fait on perd du temps. Là où on pense se dire vas-y, je vais juste prendre une petite pause, finalement c'est pas une pause parce qu'on se sature d'autres informations. Oui, aller faire une pause, marcher, méditer sur le sujet qu'on a ou juste rien faire pour revenir sur sa tâche, c'est autre chose parce que le schéma il est là. Ouais. Le schéma, il est là, mais partir sur d'autres types d'informations complètement décorrélées de ce qu'on est en train de faire, c'est une vraie problématique. Ouais. Donc, mais j'en parle justement dans mes bouquins. C'est exactement ce que tu es en train de dire. Qu'en fait, même quand tu es en train de manger, la plupart des gens regardent la télé ou sont avec leur téléphone. Et donc, tu n'es même plus concentré sur ce que tu manges, tu sais. Et alors que ça fait partie des choses qui sont tellement importantes, notamment en termes de concentration, de bien-être au quotidien. Et revenir un peu aux fondamentaux, quoi. Donc j'imagine que toi aussi, peut-être dans ta vie de tous les jours, de ce que je comprends, peut-être que tu fais du sport, tu fais attention à ce que tu manges, à ton sommeil, tu vas souvent à une lecture. Ouais, c'est ça. Tu disais que tu méditais. Tu es déjà en fait dans cette routine de vie, j'ai envie de dire, quoi. J'y suis déjà et il y a des moments j'en sors parce que la vie du quotidien m'extrait à certains moments de certains alignements dont j'ai besoin. Mais naturellement, oui, je suis clairement sensibilisé à tout ça. La méditation, c'est évident. La nature, je vis dans la nature, je vis dans la forêt en yourte. Donc, naturellement, j'y suis connecté tout le temps, par définition. Et justement, ces sujets même de numérique, bon, j'ai un enfant qui a 2 ans, donc pour l'instant, c'est encore bien loin de lui. Mais typiquement, nous, on a des règles à la maison, même à table. Justement, à aucun moment, les téléphones, ils sont avec nous. C'est un moment d'échange avec lui, autant que faire se peut avec un enfant de 2 ans. Mais c'est un moment où on est connecté à l'autre, on est en résonance. Et moi, ça, c'est un terme qui me parle fort, tu vois, de rentrer en résonance avec des choses, que ce soit des éléments ou des individus. C'est ce qui construit aussi la possibilité de la relation derrière. Et si on est toujours satellisé, déconnecté et qu'on a du mal à raisonner, d'être à l'écoute de tous les signaux, des émotions qui montent en nous, effectivement, on se détache de plein de choses. Donc pour moi, ça, c'est à la maison, c'est niet. Mais oui, c'est les fondamentaux. Ça me fait penser aussi à autre chose. Ça me fait penser au congrès Innovation en Éducation. Je reviens sur l'IA et ChatGPT. Peut-être que tu l'as vu passer dans la programmation. On a bien entendu. Mathilda Michel qui a fait une conf que tout le monde a kiffé. Si ça t'intéresse, je pourrais t'envoyer le lien du replay, tu sais, si tu veux. Je l'ai, ouais. Je l'ai, tu l'as ? Okay. Julie me l'avait partagé. Ok, parfait. D'ailleurs, c'était une première pour Mathilda de donner une conf comme ça autour de l'intelligence artificielle et de ChatGPT. Et elle a tellement kiffé que maintenant, elle a envie de donner des confs tout le temps, quoi. Excellent, c'est chouette. C'est bien de révéler des aspirations, justement. Mais oui, carrément. C'est tout l'enjeu de révéler des talents. Moi, je sais que les conférences, j'en donne déjà dans mon boulot, mais c'est des choses sur lesquelles je vais à terme me spécialiser beaucoup plus pour partager un vécu, pour partager une histoire, partager des passions. Et en tout cas, un leitmotiv important. En tout cas, je te recommande vivement parce que je trouve que tu as vraiment tout le bagage nécessaire et une façon de t'exprimer qui collerait très très bien justement en tant que conférencier, en tant que posture de conférencier. Donc si tu avais un doute, en tout cas, moi je te donne mon accord, tu peux y aller, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, ouais, ça fait partie des aspirations que je nourris avec le coaching à côté aussi. Enfin, il y a pas mal de choses que je nourris aujourd'hui et je sais que ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, en proposant de la formation continue sur le management, soft skills, etc., je sais que tout doucement, ça va m'amener
à peu près vers ce vers quoi j'aspire à être, mais que je ne sais pas encore. Bientôt un TEDx, peut-être, on ne sait pas. Ouais, pourquoi pas? C'est des sujets qui m'intéressent, bien sûr. Je suis toujours prêt à tout étudier. Et, voilà, pour moi, là, il y a vraiment l'économie de la connaissance, elle est au centre de ma vie. Tu vois, 1 + 1 = 3, j'ai du savoir, t'en as, viens, on se le partage. Et en se partageant, ça fait des bulles en plus et ça connecte et ça crée des champs de résonance qui sont hyper importants. Et pour moi, aujourd'hui, c'est. Voilà, je sais que partager, transmettre, je suis déjà dedans parce que je vends de la formation continue et je travaille avec des gens qui sont aguerris à ces sujets, qui sont eux-mêmes formés. Et qui plus est, j'enseigne déjà. Donc, je pense que la suite logique, c'est faire de l'accompagnement individuel, de coaching que j'ai déjà fait, mais que j'ai mis de côté. Et surtout, de faire de la conférence à terme, ouais, c'est sûr. Magnifique. Je vois, Anthony, que le temps passe très vite. Là, ça fait quasiment bientôt 1 heure. Ouais. Est-ce que tu as un message pour la fin que tu as envie de transmettre sur des choses peut-être qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui? Un message, au-delà de ce qu'on a évoqué, je pense que le message le plus important aujourd'hui, c'est on parlait d'optimisme, c'est de cultiver cet optimisme aujourd'hui pour faire face à l'échec, parce que justement, c'est en étant optimiste qu'on peut affronter aussi l'échec, la difficulté, en regardant la possibilité de s'améliorer, parce que sans optimisme, justement, on se confronte uniquement à l'échec et donc au déconvenu qu'il peut y avoir derrière. Et surtout, ça permet de laisser place à la progression. Si je suis optimiste de quelque chose, ça laisse une marge pour aller vers quelque chose et ça laisse place à la résolution de problèmes, entre guillemets, d'aller d'un état A à un état B en mettant en place différents jalons, différents objectifs. Mais non, la chose essentielle que je veux transmettre, c'est de continuer à mettre de l'attention et du temps en fait dans chaque chose qu'on fait. L'amour, c'est rien d'autre que de l'attention et du temps. Et aujourd'hui, si on met un peu d'attention et de temps dans chaque chose qu'on entreprend, on n'arrivera pas forcément là où on veut, parce que déjà, en plus, le chemin change à mesure qu'on avance. Mais naturellement, on se promet des belles et grandes choses pour soi et peut-être pour les autres. Attention et du temps. Pour moi, c'est l'énergie, quoi. J'essaie de mettre cette énergie d'amour dans tout ce que je fais. Et pour moi, c'est vraiment le maillon. J'imagine les gens tous reliés avec un petit fil. Et j'ai l'impression que ce fil, c'est de l'amour, quoi. Ouais, c'est ce qui créerait un égrégore beaucoup plus large, beaucoup plus global aussi, tu vois, qui serait hyper intéressant. Mais en tout cas, toi, tu le portes très bien, à la fois ce message et cette posture d'amour. C'est chouette, c'est inspirant. Merci Anthony. Et écoute, c'était super intéressant, un grand merci. Donc je remettrai ton adresse mail puisque c'est la seule façon de te contacter, c'est ça adresse mail, ouais. Mon numéro de téléphone aussi, mais ça après c'est. D'accord, ok. T'es pas sur LinkedIn? Si, je suis sur LinkedIn, tout à fait. Ok, nickel. Ok. Et Instagram, tout ça aussi ou pas? Instagram, non. LinkedIn, Facebook. Ok, donc on tape ton nom, ton prénom et on trouve. Anthony Secato sur LinkedIn, sans aucun problème. Ok, ça roule. Un grand merci encore, Anthony. Ouais, merci à toi, Julien. Avec joie. C'était un plaisir d'échanger. De continuer notre échange. C'était passionnant. Ouais, carrément. À plus tard, salut. Ciao. Ciao. Et voilà, les amis, c'était Anthony Secato. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Toujours passionnant à chaque fois, comme je dis, d'écouter des gens passionnés. Maintenant, on va se retrouver sûrement la semaine prochaine. J'ai plus les dates en tête avec une nouvelle interview. En attendant, je vous invite vivement à prendre soin de vous. Si ça peut vous aider, vous pouvez vous procurer mon dernier livre, C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens, ou le premier qui est sorti il y a 1 an, C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi. Vous les trouvez partout, dans les librairies, à la Fnac, sur Internet, sur Amazon. Ça résume un petit peu d'ailleurs notamment la discussion qu'on a eue avec Anthony, parce que sur le dernier livre, donc C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens, il y a un chapitre qui est vraiment dédié à l'éducation, parce que pour moi, tout part de là. Et donc, si tout part de l'éducation, alors tout part de la connaissance de soi. Donc, si vous avez besoin, si vous ressentez ce besoin d'être un peu plus éclairé et d'apporter peut-être un petit peu de matière à vos réflexions, je vous invite vivement à vous procurer le livre. Je vais vous laisser avec une petite vidéo. Je vais vous parler du congrès C'est quoi le bonheur pour vous, qu'on va organiser le 12 et le 13 juillet à Arcachon, au centre des congrès d'Arcachon. Ce sera notre 2e édition. Les places sont limitées à 600 personnes. Ah non, c'est 500 personnes, pardon, au centre des congrès. Et je sais qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à prendre leurs billets. Donc, la billetterie est ouverte. Si vous voulez prendre vos billets, vous tapez « Congrès, c'est quoi le bonheur pour vous ?» Je vais vous mettre la petite vidéo du coup de l'année dernière, de la première édition qu'on a faite, qui était vraiment géniale. Et puis, du coup, je vous dis à tout bientôt. Belle journée. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que vous trouverez dans toutes les librairies.
Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.